We are going to start this hour with President Trump, who is set to place Christmas calls to service members and help take calls on NORAD's annual Santa Tracker hotline this hour. It comes as his administration is facing continued fallout over what the Department of Justice has and has not released from the files tied to convicted sex offender Jeffrey Epstein. The DOJ announced a short time ago that it had uncovered 1 million additional files potentially related to Epstein. NBC's Julie Sirkin joins us now from West Palm Beach, near where the president is spending his holiday. Julie, the Justice Department just revealed that it has found files potentially related to Epstein. Walk us through what we should know about them. La réaction publique d'un président demandant officiellement la divulgation intégrale de dossiers confidentiels marque un tournant inhabituel dans les relations entre les personnalités politiques et les organismes d'enquête fédéraux. Le 15 décembre 2025, une déclaration faite par un porte-parole de l'ancien président Bill Clinton a provoqué un net écart par rapport aux rites habituels de silence institutionnel qui entourent généralement les personnalités ayant occupé la présidence. Le contenu du communiqué, bien que rédigé dans un langage technique, remettait ouvertement en cause la conduite du ministère de la Justice sous le gouvernement de Donald Trump. En ce qui concerne le respect de la loi dite Transparency Act on the Epstein Files, la loi sur la transparence des dossiers Epstein. De manière inhabituelle, Clinton non seulement niait la nécessité de toute forme de protection institutionnelle, mais exigeait également, sur la base des dispositions légales en vigueur, la divulgation immédiate, complète et non éditée de tous les enregistrements, images et transcriptions mentionnant directement ou indirectement son nom. En transformant une attente de prudence en une demande publique d'exposition, le président a modifié l'un des vecteurs les plus prévisibles de la politique contemporaine, celui selon lequel, face à des sujets sensibles, les anciens chefs d'État optent presque toujours pour la distance, ou du moins pour l'ambiguïté. Cette manifestation ne s'est pas produite dans le vide. Elle a eu lieu au moment même où le ministère de la Justice, sous la direction de la procureure générale Pam Bondi, était accusé de promouvoir une divulgation sélective et réviser des documents liés à l'affaire Epstein, y compris des extraits avec des images hors contexte et des omissions significatives. Cette succession d'événements a révélé une tension jusqu'alors latente entre la tentative d'instrumentalisation politique des archives et l'exigence que le processus respecte les paramètres juridiques de transparence universelle. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La succession d'actes publics et administratifs autour des archives Epstein a été marquée par une asymétrie croissante entre le discours et la pratique institutionnelle, alors que des personnalités proches du cercle présidentiel de Trump faisaient régulièrement des déclarations sur l'importance de divulguer tout ce qui concernait l'affaire. Les documents effectivement mis à disposition par le ministère de la Justice présentaient un niveau élevé de dissimulation, avec des passages entièrement caviardés et des images diffusées sans contexte documentaire. C'est dans ce contexte contradictoire que la note de Bill Clinton a joué un rôle de rupture, en demandant, sur la base de la législation en vigueur, la divulgation de tout élément le mentionnant, y compris les photographies, les procès-verbaux de témoignages, les registres du grand jury et la correspondance interne. Le président a retiré de la circulation l'une des principales justifications utilisées par les secteurs liés à la Maison-Blanche, celle selon laquelle la prudence dans la divulgation visait à éviter de nuire à des tiers éventuellement innocents. Plus que nier la nécessité d'une protection, le communiqué indiquait que la sélectivité du ministère de la Justice pouvait être utilisée à des fins d'insinuation d'implication, là où il n'y avait pas de preuves formelles. Ce renversement des attentes a déplacé l'axe du débat. Le discours dominant, qui cherchait à associer Clinton aux documents cachés, a été confronté à une exigence directe, juridique et ostensible de divulgation intégrale. La réponse institutionnelle à cette initiative n'a pas suivi les voies formelles habituelles. Au lieu d'une conférence de presse ou d'une déclaration technique du procureur, la première réaction est venue d'une publication de Pam Bondi elle-même sur les réseaux sociaux, dans laquelle elle remerciait publiquement Donald Trump d'avoir donné des instructions pour enquêter sur certains noms. La formulation du message, adressé au président comme s'il s'agissait d'une directive hiérarchique, a été perçue par les juristes et les analystes comme un point sensible dans la séparation entre l'exécutif et le système judiciaire. Tout en niant formellement l'existence d'une ingérence, ce geste mettait en évidence une sorte d'informalité coordonnée entre le président et la responsable du ministère, chargée de l'application de la loi. Pour certains secteurs du Congrès, en particulier au sein du groupe démocrate à la Chambre des représentants,
cet épisode a été interprété comme un signe que la logique de production et de divulgation des documents sur Epstein n'était plus régie exclusivement par des critères techniques, mais par des stratégies de gestion narrative visant à renforcer les soupçons à l'encontre de certains acteurs, même en l'absence de preuves documentaires solides. Cela est apparu particulièrement évident lorsque la version initiale des fichiers divulgués comprenait des photos hors contexte de Clinton dans des lieux publics, comme une piscine dans un hôtel international, sans aucune explication quant à la date, au lieu ou au lien avec les autres documents de l'affaire. Ce type de repositionnement ne se produit généralement pas de manière spontanée. Il nécessite une convergence spécifique de facteurs. L'utilisation excessive d'outils rédactionnels, la réaction publique des personnes mentionnées, l'absence de justification technique claire pour les omissions documentaires, et la perception que le processus de libération des archives a cessé de suivre une logique juridique, pour opérer dans un cadre politique. La singularité du moment réside précisément dans cette accumulation. Il ne s'agit pas seulement d'un différend entre deux anciens présidents, ou d'une divergence partisane sur l'interprétation des faits. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité du système judiciaire fédéral dans la gestion d'informations à très fort impact. Et lorsque cette crédibilité est remise en question, les conséquences ne sont plus prévisibles. Des analyses plus prudentes indiquent que la décision de Clinton a peut-être été calculée comme un moyen d'anticiper un discours déjà en cours. Mais le résultat institutionnel va au-delà de l'intention initiale. En imposant une nouvelle norme de conduite, l'exigence active d'une divulgation sans restriction, l'ancien président a modifié les attentes en matière de comportement des autres personnes mentionnées dans les dossiers. Il ne suffit plus de nier toute implication. À partir de ce moment, il est devenu nécessaire de demander activement la divulgation des documents afin de dissiper les soupçons. La norme, qui était auparavant le silence défensif, devient progressivement la transparence offensive. Il s'agit d'un tournant qui a un impact, non seulement sur les personnes impliquées, mais aussi sur le modèle institutionnel, même de gestion des scandales ayant un fort retentissement public. Parmi les effets indirects de ce mouvement, on observe déjà un changement dans l'attitude des parlementaires qui restaient auparavant en marge du débat. Certains membres du Congrès ont commencé à remettre publiquement en question les critères utilisés par le ministère de la Justice pour sélectionner les documents divulgués. Cette pression supplémentaire pourrait conduire à la convocation d'audiences spécifiques afin d'évaluer la conformité de la procédure avec les dispositions légales de la loi sur la transparence des archives Epstein. Si tel est le cas, ce sera la première fois que le Congrès examinera non seulement le contenu des documents, mais aussi les procédures adoptées pour leur divulgation, ce qui représente un niveau supplémentaire de contrôle institutionnel. C'est dans ce contexte de changement narratif et de confrontation sur les limites institutionnelles de la transparence que différents acteurs du système politique et juridique ont commencé à se positionner de manière plus affirmée. La convergence entre les demandes externes de déclassification des archives et les réactions internes du système judiciaire a donné lieu à un chevauchement des compétences, chacune opérant avec différents niveaux d'exposition et d'engagement institutionnel. La commission de surveillance de la Chambre, présidée par des membres alignés sur la direction républicaine, a intensifié son action dans le but déclaré de convoquer l'ancien président Bill Clinton pour témoigner. Dans le même temps, les démocrates du Congrès ont commencé à remettre en question les critères adoptés par le ministère de la Justice dans la divulgation sélective des documents, demandant la création d'un groupe de travail indépendant chargé d'évaluer les procédures techniques et juridiques appliquées jusqu'à présent. Ces deux vecteurs, l'enquête parlementaire et la révision des procédures, indiquent que l'épisode n'est plus seulement un point de tension entre des individus, mais qu'il occupe désormais une zone institutionnelle de conflit plus large où sont testées les limites de l'autonomie entre les pouvoirs et la cohérence des protocoles de transparence publique. À partir de là, il est devenu impossible de dissocier le débat technico-juridique de la structure narrative qui a commencé à se consolider dans l'opinion publique. L'utilisation répétée d'images hors contexte et de documents partiellement édités a non seulement compromis la crédibilité du matériel divulgué, mais a également jeté le doute sur la neutralité du processus lui-même. Cette perception s'est renforcée avec l'émergence d'informations selon lesquelles une partie importante de la documentation avait fait l'objet de révisions non supervisées par des instances indépendantes, contrairement aux recommandations précédentes du Bureau du procureur général et du Bureau de l'intégrité institutionnelle. Cette information, qui n'a pas encore été officiellement confirmée, a suffi pour que des entités juridiques telles que l'Association nationale des procureurs et le Conseil fédéral des magistrats
demandant des éclaircissements officiels à la procureure générale Pam Bondi sur la chaîne de conservation et les critères de sélection et d'édition des documents publiés. La simple formalisation de ces demandes modifie déjà le niveau d'institutionnalité de l'affaire, car elle insère l'action de la direction du ministère de la Justice dans un circuit de responsabilité publique jusqu'alors absent du processus. Dans ce contexte, le comportement de la procureure générale Pam Bondi est analysé avec une attention croissante par les spécialistes du droit constitutionnel. La publication de réponses aux messages de Donald Trump sur les réseaux sociaux, considérés comme des ordres administratifs, a remis en question la ligne traditionnelle d'indépendance du ministère de la Justice. Des juristes, tels que Alan Gerstein, professeur de gouvernance publique, affirment que le simple fait qu'une autorité réponde à une demande informelle sur une plateforme publique, sans protocole légal, suffit à compromettre la légitimité de l'action qui s'ensuit. Cette évaluation est partagée par les membres du comité d'éthique du Sénat, qui évalue la possibilité d'ouvrir une enquête sur d'éventuels manquements dans la conduite de la politique de divulgation des archives. Il n'y a pas encore de décision quant à l'ouverture formelle de cette enquête, mais l'inclusion de ce sujet à l'ordre du jour du comité représente en soi une escalade significative dans l'institutionnalisation du conflit. Parallèlement, les organisations civiles et universitaires se mobilisent de plus en plus pour mettre en place une base technique, permettant d'évaluer les effets juridiques et politiques de l'utilisation sélective de documents publics dans les processus d'exposition de la réputation. L'université de Georgetown, en partenariat avec des centres de recherche juridique, a lancé un audit externe sur les procédures de déclassification des archives en se concentrant sur les critères de réécriture, l'omission du contexte et la manipulation sémiotique potentielle du matériel visuel. Bien que non contraignant, le rapport de cet audit devrait être présenté au Congrès dans les prochaines semaines et pourrait influencer l'orientation des projets de loi visant à revoir les paramètres actuels de divulgation des archives fédérales sous le sceau du secret temporaire. Cette intersection entre le monde universitaire, les institutions de contrôle et le pouvoir législatif suggère que l'affaire Epstein n'est plus un épisode isolé, mais qu'elle est devenue un vecteur de refonte normative plus large. Les implications de cette éventuelle refonte ne se limitent pas à la question des archives elles-mêmes. Elles concernent le modèle de gestion de la mémoire publique, sur des sujets très sensibles et très médiatisés. La manière dont les archives sont traitées, depuis leur conservation, en passant par la sélection des extraits à divulguer, jusqu'à la forme de présentation au public, révèle non seulement des décisions administratives, mais aussi des choix politiques, ayant un impact durable sur la perception sociale de la justice et de l'impunité. En ce sens, ce qui a commencé comme une réaction ponctuelle de Bill Clinton s'inscrit désormais dans un débat plus profond sur la manière dont l'État traite les informations d'intérêt public lorsqu'elles concernent des personnalités de premier plan. Le fait que Clinton lui-même ait lancé ce mouvement et que d'autres personnalités ayant suivi la même voie crée un précédent informel qui peut être interprété comme une nouvelle norme d'exigence institutionnelle sur des sujets très médiatisés. L'architecture formelle du système commence également à évoluer. La commission de l'administration publique de la Chambre des représentants a annoncé qu'elle demanderait des informations détaillées au ministère de la Justice sur le processus de sélection des archives divulguées. Cette demande est fondée sur les prérogatives légales prévues par la loi sur l'accès à l'information et devrait inclure des demandes d'enregistrement des réunions, des courriels internes, des listes de noms impliqués dans la sélection et des justifications techniques pour les documents rédigés. En l'absence de réponse dans le délai réglementaire, la Commission pourra demander la convocation des autorités du ministère pour obtenir des éclaircissements lors d'une audience publique. Cette initiative portera le conflit au cœur du pouvoir législatif, où son exposition gagnera en ampleur et en visibilité institutionnelle. En suivant de près ces développements, on peut voir comment la coordination entre les personnalités publiques, les instances législatives et les structures universitaires peut influencer non seulement la résolution d'un cas spécifique, mais aussi la refonte des mécanismes institutionnels de contrôle et de divulgation. La transformation d'un épisode ponctuel en facteur de révision systémique est toujours un processus délicat et lent. Mais lorsqu'il est alimenté par de multiples convergences, comme celles observées dans ce cas, il tend à acquérir une force normative. Une lecture attentive de chaque étape, de chaque manifestation et de chaque silence institutionnel devient essentielle pour comprendre la portée réelle de ce qui est en cours. C'est pourquoi il convient de souligner l'importance de rester attentif aux mises à jour, car c'est dans les détails formels et les mouvements
que les signes les plus significatifs se révèlent généralement. Avec l'évolution des événements et le déplacement progressif du débat public vers des sphères plus techniques, l'affaire prend des contours institutionnels qui vont bien au-delà des personnalités. Le dispute narratif cède la place à des affrontements juridiques et opérationnels dans lesquels différentes matrices interprétatives se disputent le sens de la crise. Dans les milieux liés au conservatisme politique, l'idée s'est imposée que la position adoptée par Bill Clinton doit être comprise comme une manœuvre tactique de prévention. Dans cette optique, l'appel à une transparence totale ne serait pas une affirmation éthique en soi, mais un geste calculé, destiné à protéger son image avant que de nouveaux éléments ne soient révélés. L'absence de preuves documentaires directes n'empêche pas la propagation de cette hypothèse, car elle repose sur des modèles observés. Les personnalités ayant déjà été exposées publiquement ne prendraient ça pas le risque de réclamer l'ouverture totale des archives, sans connaître au préalable, ou au moins estimer, le contenu de ce qui pourrait être révélé. En revanche, une autre approche analytique, davantage centrée sur les diagnostics institutionnels du système judiciaire, déplace l'attention de l'individu vers l'architecture des décisions internes. Les juristes universitaires et les membres des conseils chargés de contrôler la légalité identifièrent dans cet épisode un symptôme d'un dysfonctionnement plus large, le déséquilibre entre l'idéal normatif de publicité et les pratiques concrètes de contrôle des informations sensibles. Pour ce groupe, la divulgation sélective des documents liés à Jeffrey Epstein a compromis l'intégrité fonctionnelle du ministère de la Justice, car elle a introduit des critères opaques, dépendant de conjonctures politiques et d'évaluation des risques pour la réputation. Il en résulte une érosion de la légitimité institutionnelle, puisque l'organisme n'est plus perçu comme un opérateur technique de la légalité, mais comme un acteur sur un échiquier stratégique de préservation des intérêts. Cette tension entre les interprétations individuelles et systémiques prend une nouvelle dimension, avec la récente initiative de la Commission de la justice de la Chambre des représentants, qui a annoncé son intention de demander l'accès intégral aux registres administratifs, aux procès-verbaux des réunions internes et aux échanges de messages non classifiés entre le bureau du procureur général et la Maison-Blanche. Cette mesure élargit le champ d'observation institutionnelle, permettant aux parlementaires de reconstituer la chaîne décisionnelle qui a façonné la gestion de la crise. Pour ceux qui considèrent que la procureure Pam Bondi s'est indûment subordonnée aux intérêts de l'exécutif, cette initiative représente un effort légitime pour rétablir l'équilibre entre les pouvoirs. Pour ceux qui interprètent l'offensive de Clinton comme une manœuvre anticipée, il s'agit d'une escalade qui pourrait envenimer encore davantage un processus déjà saturé de conflits narratifs. Le point commun entre ces deux points de vue est qu'ils reconnaissent tous deux que l'affaire a dépassé le cadre personnel et a commencé à produire des effets institutionnels à moyen et long terme. Au centre de ce nouvel arrangement se trouve la figure de la procureure Pam Bondi, dont les actions font l'objet d'un examen minutieux continu. Son défi consiste à maintenir la crédibilité de l'organisme qu'elle dirige, tout en répondant aux critiques sur sa conduite récente, en choisissant des interactions publiques alignées sur les directives informelles du président et en adoptant des critères discutables pour la divulgation de documents. Bondi a mis en péril le principe de neutralité, fondamental pour la légitimité de toute instance de contrôle. Il en résulte un rétrécissement de sa marge de manœuvre et une pression croissante, y compris de la part de parlementaires modérés, pour qu'elle soit remplacée. Même si le remplacement n'est pas encore décidé, le fait qu'il soit envisagé publiquement indique que la crise a déjà dépassé les limites de la gestion interne et atteint le cœur symbolique de l'autorité institutionnelle. Le débat juridique et politique s'articule désormais autour de trois axes fondamentaux. Le premier est l'examen de la conformité juridique des filtres utilisés pour déterminer ce qui serait rendu public. Le deuxième concerne les limites du rôle informel du président dans la conduite des enquêtes, en particulier lorsqu'il utilise des plateformes numériques et des canaux parallèles. Le troisième, plus structurel, remet en question la possibilité que des documents d'intérêt public deviennent des instruments de pression sélective, utilisés non pas pour informer, mais pour affaiblir des adversaires à des moments stratégiquement choisis. L'absence de consensus sur lequel de ces axes représente la plus grande menace ne fait qu'intensifier le diagnostic d'épuisement normatif. Dans ce scénario, les institutions cessent d'offrir des réponses claires et commencent à fonctionner dans un régime d'interprétation contingente où chaque décision doit être négociée en temps réel. La question qui se pose est de savoir s'il y aura suffisamment de résilience pour traverser cette phase critique sans déformer les piliers de la prévisibilité institutionnelle. L'imminence d'un nouveau cycle électoral augmente la possibilité
que l'affaire des archives Epstein devienne un sujet de dispute symbolique, vidant sa dimension technique, et la transformant en un instrument d'érosion de la stabilité. Ce risque ne se limite pas au contenu des documents, mais à la manière dont ils sont gérés et instrumentalisés, lorsque le contrôle de la vérité factuelle dépend de ceux qui détiennent l'autorité sur le flux d'informations. L'effet le plus immédiat est la perte de confiance du public dans les structures chargées de veiller à la justice. Ce revirement, de la légalité à la dispute autour du récit, représente peut-être l'aspect le plus préoccupant de toute la situation. Face à ce panorama, les solutions possibles ne viendront pas de mesures isolées, mais d'une action coordonnée entre les institutions qui souhaitent encore préserver leur légitimité. Il ne s'agit pas simplement de libérer des archives ou de réagir à des pressions extérieures, il s'agit de démontrer que les mécanismes institutionnels sont capables de fonctionner avec autonomie, clarté et engagement public. Cette reconstruction symbolique de la confiance institutionnelle est encore en suspens et dépend de la capacité du système à démontrer qu'il peut corriger ses propres dérives. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. De la transparence démocratique. Les prochains chapitres de cet épisode seront décisifs. Plus qu'un cas très médiatisé, cet épisode constitue un terrain d'essai pour les principes qui sous-tendent l'équilibre entre le contrôle politique, l'intégrité technique et le droit public à l'information. Nous resterons attentifs.